Ceci est Lilo Dallas Multipass. Le cinquième élément n'était pas seulement un film de science-fiction, c'était le chaos en haute couture. Un film qui a largué un taxi volant dans une zone de guerre au néon et qui a fait ressembler l'opéra au futur. Mais derrière les costumes extravagants et le bruit cosmique, rien n'était facile. Le scénario a mis des décennies à être achevé. Le méchant et le héros, ils n'ont jamais partagé une scène. Et l'homme qui était initialement censé jouer Ruby Rhod, il a refusé de porter la perruque. Voici 20 faits étranges sur le cinquième élément. Et enfoui dans le chaos, un costume de diva qui allait parfaitement à l'épouse de Luc Besson, au moment même où il tombait amoureux de quelqu'un d'autre. Demande le multipass. Ce vaisseau ne ralentit pas pour la logique. Numéro 1. Bien avant les voitures volantes et les batailles au laser, il n'y avait qu'un garçon, seul dans un petit village en France. Luc Besson n'a pas grandi entouré d'art. Il n'avait pas de parents cinéastes ni de grands rêves d'Hollywood. Il avait l'isolement et l'imagination. À 16 ans, il a commencé à écrire ce qui deviendrait finalement le cinquième élément. À l'époque, ce n'était pas une idée de film. C'était un endroit où se cacher, un univers dans lequel il pouvait s'échapper. Il a créé Lilou, Zorg, les mondes d'Oshawan, des mondes dans des mondes, des histoires qui avaient du sens quand rien d'autre autour de lui n'en avait. Il a fallu plus de 20 ans, mais l'évasion de cet adolescent est devenue l'un des films de science-fiction les plus chers jamais réalisés. Et sous toute cette folie visuelle, il y avait encore cet enfant solitaire qui écrivait pour s'en sortir. Numéro 2. Luc Besson n'a pas simplement écrit un film, il a écrit un univers. Le premier brouillon de Le cinquième élément n'était pas un scénario, c'était une épopée galactique de plus de 400 pages. À l'époque, ce n'était pas destiné à être un seul film, c'était une trilogie. 3 histoires complètes, plusieurs planètes, des dizaines d'espèces extraterrestres avec des langues complètes, des histoires et des luttes de pouvoir. Il y avait des intrigues politiques secondaires impliquant des conseils galactiques, des civilisations entières qui n'ont jamais dépassé la page. Des personnages aux histoires riches réduits à de simples figurants. C'était sauvage, désordonné, bien trop long, mais aussi brillant. Besson a passé des années à construire cet univers, couche par couche, en esquissant les villes, en nommant les espèces, en cartographiant des religions extraterrestres entières, juste pour expliquer un seul accessoire. Mais quand il a été temps de tourner, les studios ont résisté. Trop étrange, trop grand, trop risqué. Alors il a fait l'impensable. Il a tout réduit à un seul film, une version plus épurée, toujours pleine de couleurs et de chaos, mais seulement une fine tranche de ce qu'il avait prévu. Ce que nous avons vu dans les salles, ce n'était que la tranche centrale d'un univers bien plus vaste. Le reste, toujours enfermé dans des carnets ou en orbite quelque part dans l'esprit de Besson, en attente d'un voyage de retour. Numéro 3. Même avec un scénario en main, l'avenir n'était pas verrouillé, car Corbin Dallas a failli avoir un visage très différent. Avant que Bruce Willis ne signe, le studio avait un plan B. Mel Gibson. Il sortait de Braveheart, une star mondiale avec un pouvoir au box-office. Mais Besson a hésité. L'énergie de Gibson ne convenait pas. Trop sombre, trop ancré. Il voulait quelqu'un capable de gérer le chaos, mais qui pouvait encore esquisser un sourire au milieu de tout ça. Willis a dit oui, et tout a changé. Corbin Dallas est devenu plus qu'un soldat. Il est devenu un héros réticent, avec un humour sec, une malchance chronique et un taxi rempli de destin. Avec Gibson, cela aurait été plus sombre, plus cool, moins amusant. Mais avec Bruce, ça a décollé. Numéro 4. Gary Oldman n'a pas passé d'audition. Il n'a pas couru après le rôle. Il a à peine lu le scénario. Il l'a fait par faveur. Quelques années plus tôt, Luc Besson avait produit le projet passion d'Oldman, Neil by Mouth. Ainsi, lorsque Besson l'a appelé pour le cinquième élément, Oldman a dit oui sans hésitation. Mais en privé, il n'y comprenait rien. Il a admis plus tard qu'il n'avait aucune idée de ce dont parlait l'histoire. Pourtant, il s'est présenté avec un demi-casque en plastique, en s'inspirant des barons du pétrole texan et des méchants de dessins animés, et a livré l'une des performances de science-fiction les plus bizarres et inoubliables des années 90. Il détestait le film, mais les fans, ils ont adoré chaque seconde de sa prestation. Numéro 5. La recherche était massive. Plus de 8000 actrices ont passé l'audition. Certaines étaient établies, d'autres étaient des étoiles montantes. Elizabeth Berkley, fraîchement sortie de Showgirls, en faisait partie. Elle a donné une lecture audacieuse. D'autres sont entrées avec une assurance de science-fiction, des accents forts, une grâce alien pratiquée. Mais aucune d'elles ne semblait nouvelle. Puis, Mila Jovovich est entrée. Elle ne parlait pas fort, n'essayait pas de dominer la pièce. Mais Luc Besson a dit que cela l'a frappée instantanément.
Elle ne semblait provenir d'aucun endroit, ni de France, ni d'Amérique, ni de la Terre. Elle avait l'air d'appartenir au futur. Et dès qu'elle a parlé, il a su qu'elle était Leeloo. Pas parce qu'elle était polie, parce qu'elle était pure. Il voulait quelqu'un qui semblait alien sans essayer. Et Mila incarnait ce sentiment. Ainsi, parmi 8000 femmes, célèbres ou non, ils ont choisi celle qui semblait être un mystère. Elle n'a pas simplement porté les sangles oranges. Elle les a rendues iconiques. Parce que le 5e élément n'avait pas besoin de célébrité. Il avait besoin de présence. Numéro 6. À l'écran, elle détenait la clé de l'univers. Hors écran, son propre monde se défaisait discrètement. La diva alien, qui monte sur scène à mi-parcours du 5e élément, n'était pas seulement une voix, elle était l'épouse de Luc Besson. Son nom était Maïwenn, une actrice et réalisatrice française à part entière. Grande, saisissante, dissimulée sous des couches de maquillage bleu et de mousse, Besson l'avait choisie pour incarner la diva Plavalaguna, une figure mystérieuse et d'un autre monde dont la voix déverrouille littéralement le pouvoir de sauver l'univers. À l'écran, elle stupéfiait l'équipe. Ce mouvement, ce silence, cette voix. Mais en coulisses, quelque chose d'autre se produisait. Tandis que Besson réalisait le film, il commençait à tomber amoureux de quelqu'un d'autre, Mila Jovovich. Elle avait la moitié de l'âge de Maïwenn, était nouvelle dans l'industrie et complètement transformatrice en tant que Leeloo. La connexion entre Besson et Mila commença petitement. Des leçons de langue partagées, de longues journées sur le plateau, des notes de scénario tard dans la nuit. Mais elle grandit vite, trop vite. Au moment où le tournage s'acheva, Besson s'était discrètement séparé de Maïwenn et était ouvertement avec Mila. Pas de scandale public, juste un changement d'orbite privée. La femme qui incarnait la clé pour sauver le monde observa depuis les coulisses son mari dériver vers un 5e élément d'un autre genre. Dans le montage final, on peut le ressentir. 2 femmes, toutes deux lumineuses, toutes deux inoubliables, chacune portant un type de chagrin différent. Numéro 7. Leeloo ne communiquait pas seulement avec ses yeux. Elle avait sa propre langue. Luc Besson a inventé la langue divine en écrivant le scénario, une langue extraterrestre pleinement construite avec plus de 400 mots uniques. Lui et Mila y ont travaillé ensemble, l'ont affinée, l'ont pratiquée, ont joué avec elle, et à mesure que leur relation hors écran s'approfondissait, ils ont commencé à l'utiliser pour autre chose. Des lettres d'amour, des notes privées, des mots que personne d'autre sur le plateau ne pouvait lire. Elle est devenue leur code secret, parlé entre les scènes, griffonné sur du papier. La romance n'a pas duré, mais la langue, si. Et dans le film, chaque syllabe que prononce Mila n'est pas du charabia. C'est fluide, pratiqué et profondément personnel. Extraterrestre à l'écran, intime dans la vie réelle. Numéro 8. Leeloo n'était pas seulement une sauveuse. Elle était un tourbillon de puissance brute, un flou de poings et de pieds qui défiait la gravité. Et une grande partie de cette férocité à l'écran provenait directement de Mila Jovovich elle-même. Alors que de nombreux acteurs dépendent fortement de cascadeurs doublures, Mila était déterminée à incarner chaque mouvement explosif de Leeloo. Elle s'est entraînée sans relâche, apprenant la chorégraphie de combat, le travail sur câble et le combat rapide avec précision. Son dévouement l'a transformée en une véritable héroïne d'action. Pensez à la scène de combat emblématique dans le couloir. Leeloo, déchaînée, terrassant plusieurs gardes armés avec une agilité époustouflante. Ce n'était pas de l'animation par ordinateur. Et dans cette scène, ce n'était pas une doublure cascade avec une perruque, c'était Mila elle-même, contorsionnant son corps, lançant des coups de pied précis et endurant des prises épuisantes. Son engagement a repoussé les limites de ce qui était attendu. Risquant des bleus et des bosses, elle a réalisé d'innombrables séquences à haute énergie. Parce que pour que le 5e élément semble vraiment réel, son arme ultime devait saigner, se battre et tomber avec une ténacité humaine authentique. Numéro 9. Ce n'était pas juste des absurdités de science-fiction. Cette arme suprême tout en un insensé que Zorg porte, elle fonctionnait réellement, du moins le lance-flamme le faisait. Le département des accessoires a construit une version entièrement fonctionnelle du pistolet équipée de jets de flammes opérationnels, et lorsqu'ils l'ont testé, elle a failli incendier tout le plateau. Un jet est allé trop haut, les flammes ont léché le plafond. Les membres de l'équipe se sont précipités, les extincteurs sont sortis, personne n'a été blessé, mais le message était clair, ce film ne jouait pas la sécurité. Même les armes étaient dangereuses, et c'est exactement ainsi que Besson l'aimait. Numéro 10. Ils n'étaient pas lents à cause de la conception des personnages, ils étaient lents parce qu'ils fondaient.
Les aliens Mondo Shawan, dans la séquence d'ouverture, portaient des costumes de 80 livres en mousse épaisse avec une ventilation minimale, sans système de refroidissement. Ils avançaient en traînant les pieds lentement à travers les couloirs anciens, non pas pour un effet dramatique, mais parce que les acteurs à l'intérieur étaient au bord de l'épuisement thermique. Un interprète s'est effondré d'épuisement dû à la chaleur, a dû être extrait du costume au milieu de la scène, réhydraté, stabilisé. Ils ont terminé le tournage, mais de justesse. Ce qui ressemblait à une chorégraphie alien élégante était en réalité de la survie, un pas lourd à la fois. Numéro 11. Ruby Road n'était pas subtil. Imprimé léopard, micro scintillant, cri qui pouvait arrêter le temps. Mais la partie la plus outrageante n'était pas la performance, c'était le costume. Jean-Paul Gaultier l'avait conçu pour être serré, bruyant et complètement impraticable. Il pesait 50 livres, avait une colonne vertébrale rigide et n'offrait aucune flexibilité. Chris Tucker ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait pas se pencher en avant, pouvait à peine respirer. Ainsi, entre les prises, il ne se reposait pas dans un fauteuil. Il s'appuyait contre les murs, se tenait dans les coins, transpirait pendant des journées entières de tournage sans soulagement. Mais on ne l'aurait jamais deviné. À l'écran, il est le chaos incarné, bondissant, hurlant, volant les scènes à chaque respiration. Parce que parfois, la voix la plus forte de la galaxie provient de quelqu'un qui ne peut même pas s'asseoir. Numéro 12. La plupart des films trichent. Coupe rapide, effets CGI, astuces de caméra, mais pas le cinquième élément. Lorsque la salle de concert de la diva est réduite en miettes, ce n'était pas des maquettes miniatures ni un écran vert. C'était une détonation à grande échelle, réalisée en direct, à l'intérieur d'une structure réelle. À l'époque, il s'agissait de la plus grande explosion en intérieur jamais capturée sur pellicule. Un risque calculé, une seule prise, pas de remise à zéro. Il disposait de dizaines de caméras, de murs truqués pour s'effondrer et de marshals du feu en stand-by. Tout devait fonctionner parfaitement, sinon la scène était perdue à jamais. Et quand ça explosait, c'était impeccable, chaotique, dangereux. Une véritable déflagration qui est devenue une légende visuelle. Dans un film rempli d'idées folles, celle-ci a vraiment fini. Numéro 13. Héros, méchant, deux icônes, et ils ne se rencontrent jamais. Pas une seule fois, pas même par accident. Bruce Willis et Gage Oldman, Corban Dallas et Zorg, existent dans la même histoire, mais ne se font jamais face. Pas à cause des emplois du temps, mais par choix. Luc Besson l'a conçu ainsi. Il voulait que le méchant et le héros se battent à travers des effets en cascade, et non par une confrontation directe. Leurs chemins orbitent l'un autour de l'autre, interfèrent, mais ne se heurtent jamais. C'est rare, risqué et étrangement efficace. La tension monte quand même, et d'une manière ou d'une autre, l'histoire fonctionne sans l'affrontement traditionnel. Parce que parfois, l'ennemi le plus puissant est celui qui ne voit même pas venir. Numéro 14. La plupart des films de science-fiction vivent dans l'ombre. Vaisseau sombre, couloir métallique, éclairage moody. Luc Besson n'en voulait rien. Il a dit que le futur n'avait pas à être froid. Il pouvait être bruyant, chaotique, vivant. Ainsi, au lieu d'intérieur trouble, il a éclairé la plupart des scènes d'action en pleine lumière du jour. Poursuite en taxi sous un ciel bleu, fusillade dans des couloirs blancs stériles, explosion orange au-dessus de nuages dorés. C'était un risque énorme, exposer chaque détail, chaque costume, chaque effet à la pleine lumière. Mais c'était le but. Il voulait que vous voyiez le futur, pas que vous plissiez les yeux pour le discerner. Et ce faisant, il a brisé l'une des plus anciennes règles de la science-fiction. Il ne l'a pas rendu sombre, il l'a fait briller. Vous avez un message? Ouais, je ne vais pas l'ouvrir. Ça pourrait être important. Le premier venait de ma femme. Elle part. Oldest rules. He didn't make it dark, he made it shine. Numéro 15. Avant l'imprimé léopard, avant les cris. Avant que Chris Tucker ne vole le film dans un nuage de paillettes et de chaos. Le rôle de Ruby Rhod appartenait à quelqu'un d'autre. Prince. Luc Besson le voulait dès le début. La voix, l'énergie, l'allure intouchable, qui défiait les genres. Prince était intrigué. Il accepta un rendez-vous, il aima le scénario, il dit oui. Puis, il vit les costumes. Jean-Paul Gaultier avait conçu une garde-robe entière pour Ruby. Dentelle, mailles, décolleté plongeant et talons hautement arqués. Des tissus qui épousaient le corps, des couleurs qui criaient plus fort que le personnage. Et d'une manière ou d'une autre, Prince dit non. Trop féminin, pensa-t-il. Trop extrême, même pour lui. Il se retira. Alors Besson se tourna vers Chris Tucker. Une énergie complètement différente.
plus jeune, plus rapide, plus frénétique que sensuel. Tucker prit le rôle et s'en empara. Il canalisa les mouvements de Michael Jackson avec le style de Prince et transforma Ruby Rhod en une machine à cris à haute vitesse. Mais au fond, on peut encore sentir ce qui a failli se produire. Parce que Ruby n'avait pas été écrit pour Tucker, il avait été écrit pour la royauté. Et quelque part là-dehors, dans une dimension parallèle du cinéma, Prince tient encore le... Numéro 16. C'était censé être le chef-d'œuvre de Besson, le film au plus gros budget de France de tous les temps. Une fusion sauvage de science-fiction, de mode, d'opéra et de chaos. Et lorsqu'il a été présenté en première à Cannes, les gens ont hué. Les critiques ont dit que c'était du non-sens, idiot, superficiel, trop bruyant. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Le public, surtout les jeunes, l'a adoré. Ils se fichaient que cela ait du sens. Ils citaient Ruby Rhod. Ils étaient obsédés par les cheveux de Lilou. Ils rembobinaient la scène d'opéra de la diva encore et encore. Les critiques se sont estompées, mais le fandom a grandi plus fort chaque année. Et maintenant, le cinquième élément est un classique culte. Pas malgré sa bizarrerie, grâce à elle. Ce que les conventions ont rejeté, le monde l'a embrassé. Numéro 17, la plupart des films habillent leurs personnages. Le cinquième élément a habillé toute la galaxie. Luc Besson ne voulait pas d'équipement sci-fi traditionnel. Il ne voulait pas d'uniforme stérile, ni d'armure spatiale recyclée. Il voulait une mode qui racontait une histoire. Alors il a fait appel à une légende, Jean-Paul Gaultier. L'icône de la couture française n'a pas seulement conçu quelques pièces phares, il a réalisé à la main plus de 1000 costumes. Chaque race alien avait son propre code esthétique, ses propres silhouettes, ses propres tissus, ses propres règles. Les Mondoshawan étaient blindés et anciens, enveloppés comme des prêtres dans des pyramides. Les Mangalores étaient des mercenaires grognants, tout en métal, en crasse et en chaos. Même les personnages en arrière-plan, ceux qui traversaient un plan pendant 2 secondes, étaient entièrement costumés, avec des pièces uniques. Les taxis avaient des chauffeurs en vêtements de rue réfléchissants. Les hôtesses de l'air portaient des corsets en néoprène ultra moulants. Les agents de sécurité ressemblaient à des videurs de boîtes de nuit d'une autre planète. Ce n'était pas seulement de la mode, c'était de la construction de monde, cousu dans chaque couture. Parce que dans le cinquième élément, vous n'aviez pas besoin d'exposition, il suffisait de regarder. Et ce que vous voyez était un univers habillé pour tuer. Numéro 18. Les vaisseaux géants dans la scène d'ouverture n'étaient pas seulement de la science-fiction, ils étaient mythiques. Luc Besson voulait des racines anciennes sous des designs futuristes. Ainsi, les vaisseaux Mondoshawan ont été construits en utilisant la géométrie égyptienne. Sommets arrondis, bases épaisses, formes tirées des gravures de temples et du culte du soleil. L'idée, que peut-être les extraterrestres n'ont pas seulement construit les pyramides, peut-être qu'ils étaient les pyramides. Le film liait la mythologie spirituelle au spectacle de science-fiction, reliant le passé et le futur par des symboles silencieux. Parce que dans le cinquième élément, même les vaisseaux spatiaux avaient des secrets. Numéro 19. Cela ressemblait à de l'infographie, mais ce n'était pas le cas, du moins pas entièrement. Ces immenses paysages urbains avec des voitures volantes filant à travers des tours au néon, ils ont commencé par des maquettes miniatures, des dizaines d'entre elles, des gratte-ciel construits à la main, de minuscules voies de circulation, un éclairage superposé pour la profondeur. Ils les ont filmés avec des caméras à contrôle de mouvement, tout comme dans le Star Wars original, puis ont ajouté des effets numériques pour les animer. Le mélange était seamless, assez réel pour être touché, assez irréel pour en rêver. Dans un film obsédé par la texture et le chaos, le futur était encore construit à la main. Numéro 20. C'était une production française, financée par des studios français, réalisée par un visionnaire français. Et pourtant, le cinquième élément a été tourné entièrement en anglais, non pas pour le style, mais pour la survie. Luc Besson savait que pour faire un film aussi étrange, aussi coloré, aussi coûteux, il fallait que le monde entier le voie. Alors il a engagé des stars américaines, embauché des équipes britanniques, tourné l'ensemble au Pinewood Studios à Londres. À l'époque, c'était le film le plus cher que la France ait jamais produit. Mais pour toucher un public mondial, il devait parler la langue des blockbusters. Et d'une manière ou d'une autre, ça a marché. Fait bonus, ce n'était pas censé devenir une réplique culte, juste une phrase jetée là. Lilou le dit encore et encore, mal prononcé, en anglais cassé mais plein d'intention. Et d'une manière ou d'une autre, ça a collé.
Le public a commencé à le citer, à l'imiter, à en faire des mèmes avant même que les mèmes existent. Aujourd'hui, le mot apparaît dans des jeux vidéo comme Borderlands, Cyberpunk 2077 et des dizaines d'autres. Pas comme un élément narratif, mais comme un hommage. Un clin d'œil numérique à l'un des classiques cultes les plus bizarres de la science-fiction. Un seul mot, prononcé de 5 façons différentes, et pourtant inoubliable. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un multipass. C'était trop bruyant, trop étrange, trop lumineux, trop français. Les critiques ne savaient pas quoi en faire du cinquième élément, mais les fans, si. Ils se sont accrochés au chaos, ont mémorisé les répliques, sont tombés amoureux d'un film qui semblait avoir été fait sur un pari et qui, d'une manière ou d'une autre, s'est révélé magnifique. Luc Besson a commencé à l'écrire à 16 ans, mais il n'a jamais vraiment cessé de grandir. Aujourd'hui, il vit encore dans les conventions, les jeux vidéo, les tatouages de fans et les rêves fiévreux fluorescents. Un film culte de science-fiction construit non pas sur la perfection, mais sur une imagination qui refusait de se taire. Si celui-ci vit encore gratuitement dans votre esprit, laissez un commentaire. Dites-nous dans quel film sauvage et légendaire nous devrions plonger ensuite. Parce que dans un monde plein de règles, le cinquième élément n'en est suivi aucune. Il a juste allumé une allumette et la